Bonjour à tous, bienvenue sur Adoption et Clichés, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes adopté ou que vous ne l'avez pas été, mais que vous connaissez des gens qui l'ont été, ou que vous êtes tout simplement curieux, c'est-à-dire que vous êtes tombé sur cette chaîne et sur cette vidéo par hasard, et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez des clichés, vous aussi, sur l'adoption que vous jugez intéressant de déconstruire, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de ce que m'a appris l'adoption tout au long de ma vie. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que quand vous êtes adopté, souvent on utilise votre adoption en fait pour discréditer votre capacité à être, pour vous discréditer, voilà, en tant que personne rationnelle. Voilà, c'est-à-dire que quand vous dites quelque chose sur, ça peut être sur l'identité, ça peut être voilà sur l'identité, sur la famille, sur la biologie, et bien tout de suite les gens vous diront ah oui oui oui, mais en fait tu dis ça, oui mais toi tu dis ça parce qu'en fait tu as été adopté. Voilà, l'air de dire comme si en fait ça signifiait tout simplement que vous ne pouviez pas être rationnel parce que vous avez été adopté et donc ouais mais en fait si tu dis ça c'est parce qu'en fait ton adoption elle te travaille et donc puisque ça te travaille tellement en fait que ça te fait avoir telles opinions qui finalement ne peuvent pas être scientifiques vu que finalement et ne peuvent pas être porteuses de rationalité vu que de toute façon c'est parce que en fait vous avez été adopté. Eh bien moi je tiens pas à dire que non, si je dis ça ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai été adopté. Évidemment que quand je dis certaines choses, je le dis en tant qu'adopté, voilà, parce que j'ai une identité d'adopté, mais que je ne dis pas ça, mais que en fait ça n'invalide pas ce que je dis, au contraire, ça peut davantage crédibiliser ce que je dis. C'est-à-dire que oui, en effet, mais c'est parce que j'ai été adopté que je suis capable de comprendre tel phénomène, tant des phénomènes familiaux que des phénomènes sociétaux et identitaires. Donc moi, qu'est-ce que j'ai appris? Moi, j'ai appris 9 choses, voilà, sur l'adoption. Enfin, du moins, 9 choses grâce à l'adoption. Alors la première, évidemment, c'est que, eh bien, l'origine n'est pas biologique. Alors après, ça, je l'ai découvert au moment où je me suis rendu compte, en fait, que j'étais beaucoup plus que j'étais à la recherche de gens qui n'avaient aucun lien de sang avec moi, à savoir des personnes issues de la famille de mon père que je n'ai pas vraiment connu. Et ça pour le coup, ça m'a travaillé. C'est pour ça qu'une fois, j'avais même projeté d'aller à Derval, là d'où vient la famille de mon père, hein, la souche de mon père, et non pas aller en Éthiopie, ou alors si je dois aller en Éthiopie, ça doit être vraiment pour voyager, parce que voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup, qui est très très beau en Afrique, voilà, qui est à visiter obligatoirement si on veut aller en Afrique, mais sinon, il n'y a pas de dimension charnelle, voilà, avec l'Éthiopie, ah oui, je suis né là-bas, ah oui, mes géniteurs, non, pas du tout. J'ai eu des obsessions, enfin, pas identitaires, mais on va dire un intérêt pour les origines qui était plus porté sur une famille qui n'était pas ma famille biologique, voilà, avec laquelle je n'avais pas de lien de sang, qu'avec une famille avec laquelle j'avais des liens de sang. Alors après, évidemment, on peut me disqualifier en disant oui, mais en fait, tu dis ça parce que tu es dans le déni. Généralement, ce qu'on me dit, c'est soit que je suis dans le déni, c'est-à-dire que voilà, j'ai des problèmes, je le sais, mais que je me mens à moi-même, soit que oui, mais inconsciemment, c'est ta famille biologique qui travaille, voilà, donc inconsciemment, voilà, ça veut dire qu'en fait, tu ne le sais pas, voilà, tu n'en as pas conscience, mais ça te travaille à ton corps défendant, soit quand les gens voient vraiment bah, que je suis sincère et que voilà, il n'y a pas de problème particulier pour le moment, eh bien les gens me disent oui, mais tu verras que plus tard, voilà, tu auras des problèmes qui seront liés à ta famille biologique et qui devront se résoudre par des recherches. Bon bah là le problème c'est qu'en fait dans tous les cas je peux pas répondre. Soit j'ai un problème sans que je m'en rende compte, ou alors si je m'en rends compte c'est parce qu'en fait je me mens à moi-même donc je suis cinglé, entre guillemets, soit, en fait, je me rendrai compte plus tard que j'aurai un problème. Bon, bah, du coup, je peux pas répondre. Bah, voilà. Soit on fait confiance à ma bonne foi, soit on estime que je suis dans le déni. Voilà, que j'ai un problème. Mais ça, après, ça, c'est plus le problème de ceux qui voudraient le dire que du mien. Deuxièmement, seule la famille crée l'identité civique. Alors qu'est-ce que j'entends par l'identité civique? Eh bien c'est l'identité que nous avons en tant que membre d'une cité. Alors qu'est-ce qu'une cité? C'est la vie en collectivité. Voilà, c'est-à-dire que nous vivons en collectivité dans un espace qui est composé de plusieurs familles singulières. Voilà, il y a une famille, une famille, une famille, et c'est un ensemble de familles individuelles qui composent la société. Et cette société, eh bien, est régie par des lois et par des mœurs. Et donc voilà, il y a toujours la question juridique, mais aussi la question culturelle quand on parle de la cité. Eh bien pourquoi c'est l'identité, pourquoi c'est la famille
qui crée l'appartenance à une nation, eh bien, tout simplement parce que moi, je ne peux pas être français par le sol, parce que je suis pas né en France, mais je peux pas non plus être français par le sang, parce que je n'aurais pas de sang français, mais il serait pas non plus juste de dire que, en fait, si je suis français, c'est parce que, après tout, bon, voilà, je suis arrivé en France à 1 an et demi, donc je connais rien de l'Éthiopie, donc voilà, je suis français parce que je suis arrivé en France tout petit. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai été élevé par une famille française, et que c'est marqué sur mon nom de famille, voilà, Rouleau, et que, en vérité, même quelqu'un qui naît en France, dans une famille, par exemple, de culture irakienne, dans une famille de culture sénégalaise, algérienne, bah, il est français peut-être de papier, mais je veux dire, il peut pas être français culturellement totalement français culturellement dans les mœurs. Voilà, mais c'est pas grave, hein, voilà, on peut penser que c'est de l'enrichissement, il n'y a pas de souci. Et de la même façon que il y a des gens qui naissent à l'étranger et qui sont français parce qu'ils sont d'héritage français par leur famille. Donc en fait, l'adoption, c'est vraiment une preuve que finalement on est français, parce qu'en fait, c'est la famille qui fait de nous quelqu'un de français, et pas le lieu de naissance, pas le sang, et pas l'âge auquel on est arrivé, parce que même si j'étais arrivé en France à 1 an et demi, si j'avais été dans une famille éthiopienne, j'aurais été éthiopien. Donc il y a le troisième qui est l'origine permet à l'humain de se créer un sens. Et oui, ça c'est l'Australie en fait qui m'a donné cette idée, c'est-à-dire bon, on peut même dire ça avec l'Amérique latine par exemple, ou le Canada, ou les États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait l'Australie, pour prendre cet exemple, il est la preuve que on va prendre l'Australien, c'est-à-dire que l'Australien en fait quand on lui demande d'où il vient, il dit je viens d'Australie. Alors que si on veut vraiment faire de la biologie, voilà, de la génétique, ben, il vient d'Angleterre. Voilà, pourtant il dit je viens d'Australie, donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'Australien se ment à lui-même, qu'il s'invente des origines quand il dit je viens d'Australie? Non, ça veut dire en fait deux choses. La première, c'est que l'humain en fait, il n'a pas de racines, contrairement à ce qu'on dit, mais au contraire il s'enracine, c'est-à-dire que l'anglais quand il est arrivé en Australie, et bien en fait, en faisant des enfants, qui eux-mêmes ont fait des enfants, bah, en fait, ils se sont tellement enracinés en Australie qu'à la fin, bah, il y a un Anglais qui a dit, bah non, je ne suis pas... non seulement il s'est dit, bah, je ne suis pas australien, mais en plus de ça, il s'est dit, bah, je ne suis pas anglais, mais en plus de ça, il s'est dit, je ne viens pas d'Angleterre, je viens d'Australie. Tellement il s'est ancré, tellement il s'est enraciné sur sa nouvelle terre. Et deuxièmement, ça veut dire en fait que l'origine, c'est fait pour se donner un sens en tant qu'individu vivant dans un groupe. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Australie si personne se dit d'origine australienne. Comme il n'y a pas de Brésil si personne se dit d'origine brésilienne, mais portugaise. C'est-à-dire que si tout le monde s'était dit d'origine anglaise, bah en fait ça aurait été une autre patrie anglaise, voilà, mais à l'étranger, mais sur un autre territoire. Et finalement, bah, on peut penser que c'est exactement la même chose pour la famille, voilà, pour reprendre pour l'origine en fait qui nous permet de se donner un sens. C'est comme nous en France, par exemple, quand on dit nos ancêtres les Gaulois. C'est pas du tout nos ancêtres, hein, même génétiquement, c'est pas du tout nos ancêtres, mais on dit ça justement pour se créer justement un passé commun, afin de se créer un destin commun. Voilà, ça c'est ce qu'avait dit une fois Nicolas Sarkozy, et donc ça peut être exactement la même chose pour les adopter, enfin voilà, dans la famille, c'est-à-dire qu'effectivement on peut s'enraciner dans une famille, voilà, mais ça c'est à la famille, à la nouvelle famille de le faire, et également on peut se créer de nouvelles origines parce que ça nous donne un sens. Alors par contre, si on se crée de nouvelles origines, il faut absolument que ça ait un sens avec notre vécu. C'est-à-dire que ça peut pas, moi je peux pas me dire d'origine japonaise. Voilà. Parce qu'il y a un moment donné, je suis pas dans une famille japonaise, je suis pas au Japon, donc ça, voilà, ça n'aurait pas de sens. En revanche, je peux dire que je suis d'origine française, même si je suis né en Éthiopie, comme par exemple un blanc né au Congo bah, est d'origine française parce que bah, et voilà, même s'il est né au Congo. Voilà, on peut appliquer le même principe. La quatrième chose que j'ai appris, c'est la biologie n'apporte pas forcément la sécurité identitaire. Voilà, la preuve en est, c'est que moi je connais des gens qui savent d'où ils viennent biologiquement et qui veulent absolument que je leur dise que j'ai des problèmes psychologiques en tant qu'adopté parce que sinon ça leur plaît pas. Voilà, moi une fois j'ai vu une dame qui m'a demandé est-ce que tu aimerais connaître tes parents biologiques? Je lui dis bah je sais pas, c'est ni je veux ni je ne veux pas, c'est en fait je me pose pas la question plus que ça. Et la personne me dit oui, mais tu as besoin de savoir d'où tu viens. Ouais, d'accord, bon, bah, en tout cas, ça me travaille pas forcément. Elle me dit, oui, mais peut-être que dans 10 ans, tu diras pas ça. Ouais, bah, je sais pas ce qui se passera dans 10 ans, c'est ce que je lui ai répondu. Et après, elle a encore insisté. Elle a dit, oui, mais quand tu auras des enfants, qu'est-ce que tu leur diras? Tu seras bien obligé de leur dire. Et en fait, elle voulait absolument
que je sois travaillé par mes origines. Alors que si elle, qui pourtant connaît ses parents biologiques, eh bien, elle n'était pas travaillée par cela, eh bien, elle n'aurait pas plus de problèmes, enfin, elle n'aurait pas besoin d'en chercher chez moi, parce qu'elle n'en a pas chez elle. C'est comme par exemple moi, quand je suis avec quelqu'un qui est en famille d'accueil, je l'écoute quand il parle. Voilà, je peux poser des questions par curiosité, mais je n'irai pas lui dire, oui, mais en tant que personne dans une famille d'accueil, tu as forcément un problème, tu es forcément malheureux, mais si tu te poses forcément des questions, parce que je suis suffisamment sûr de moi pour ne pas avoir besoin d'aller chercher des problèmes chez les autres. Voilà. Et puis en plus, d'autant plus que l'adoption, c'est quelque chose qui fascine énormément l'humanité depuis qu'elle existe, hein. L'adoption, ça a existé dans les mythologies, voilà. Rémus et Romulus, voilà, qu'on fond des Roms, ben, ils ont été adoptés par une louve. Dans la mythologie scandinave, Loki, c'est le fils de Odin. Je sais pas, dans Harry Potter, il y a une forme d'adoption, hein, où Harry Potter est adopté finalement par son oncle et sa tante, parce qu'on peut également être adopté par des gens même s'ils sont de notre famille. On peut être adopté par la grand-mère, le grand-père. Voilà. Pinocchio également, qui est une sorte d'adopté, voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas, voilà, il est considéré par Geppetto comme son fils. Voilà, et d'ailleurs à la fin il dit, bah voilà, papa, je suis un vrai petit garçon. Il y a, je sais pas, Superman, voilà, c'est un adopté. C'est vraiment l'adoption, c'est un sujet qui fascine énormément l'humanité. Donc pourquoi ça fascine l'humanité? Bah, c'est bien que finalement, si on a, quand on est fasciné par quelque chose, c'est que quelque part, ça nous renvoie une part de nous-mêmes. Moi, par exemple, à un moment, j'étais vraiment fasciné par les personnes extrêmement décalées, marginales. Et ça. Pourquoi j'étais fasciné moi par ce genre de personnes et pas d'autres personnes? Bah, peut-être parce qu'en fait, ça me renvoyait à une situation, à un état de fait, voilà, où à l'époque j'étais pour le coup très marginal, même si j'avais une part entre guillemets de normalité sur le plan social, mais voilà, ça me rappelait quelque part que j'étais moi, je faisais une sorte de projection, ça me rappelait quelque chose, et cette fascination, elle n'est pas hasardeuse. C'est que finalement les gens utilisent l'adoption comme outil de fascination, justement pour se dire, bah tiens, finalement, c'est quoi une vraie famille? Et donc si les gens ont toujours eu besoin de se poser cette question, c'est que bah, la biologie, finalement, ça ne suffit pas à donner un sens à la famille. La cinquième chose, c'est que le doute des origines traverse tout le monde. C'est-à-dire que le doute des origines, surtout le doute des origines paternelles. Une fois, j'ai lu voilà, le livre de Richard Dawkins, dans lequel il en parlait, hein, Le gène égoïste, où en fait il expliquait que bah, en fait, le doute du père, il était un peu universel parce que lui, on n'est pas sûr, hein, personne n'est sûr, hein, que son père, c'est vraiment son père, sauf avec les moyens d'aujourd'hui, avec les tests d'ADN. Mais sinon, à la base, qui vous dit que votre père, c'est vraiment votre père? C'est-à-dire que votre mère, on est sûr que c'est vraiment votre mère, parce qu'on a assisté à l'accouchement. Voilà. Alors que votre père, on ne l'a pas vu en train de faire l'amour à votre mère. Voilà, il n'y avait pas des caméras de surveillance dans la chambre à coucher. Donc on ne sait pas. Et là, il le disait pas, mais en tout cas, je me souviens plus trop, mais en tout cas, c'est pour ça. Je sais, ça fait partie d'une des raisons, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est les femmes en fait qui s'occupent des enfants, sauf dans enfin voilà, des femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants, parce que bah, elles, on en est sûr que ce sont vraiment leurs enfants et que par conséquent elles sont légitimes de s'occuper d'eux. Et d'ailleurs, même chez les juifs, par exemple, pourquoi on est juif par la mère? Parce que la mère, on en est sûr, alors que, comme le disait une fois drôlement Michel Onfray, alors que le père, on ne sait pas s'il est juif, c'est-à-dire que le père, c'est peut-être le facteur, et le facteur, il est peut-être pas juif. Donc, c'est c'est la mère dont on est sûr en fait de l'identité réelle, voilà, on est sûr en fait que c'est elle notre véritable biologie, alors que le père, on n'en sait rien. Donc déjà ce doute en fait, il traverse tout le monde. La preuve en est, c'est qu'il a créé toute une conception de la famille au fil des siècles, toute une conception des rôles familiaux. La sixième chose, c'est la question de la race, finalement, entre guillemets, bah, elle est beaucoup plus importante qu'on ne le pense, parce que finalement, bah voilà, c'est un secret pour personne, on est renvoyé à ça. C'est-à-dire que moi, quand je vois des Éthiopiens, des Érythréens, des Somaliens et des Djiboutiens, enfin des gens qui sont d'Europe de l'Est et qui effectivement me ressemblent, eh bien, on se regarde, enfin, eux, ils me regardent surtout, et c'est pour ça qu'à mon tour, je les regarde aussi, et des fois, voilà, on rigole, on a des discussions, et, euh, et, euh, et en fait, voilà, on discute, ou que même des fois, on me renvoie à ça, et que quoi qu'il arrive, je sais très bien que, de par mon physique, je suis renvoyé à l'Éthiopie, et surtout, je suis associé à elle. Et ça fait que bah, on est un peu, on va dire, obligé de connaître un petit peu notre lieu de naissance quand on est adopté et né à l'étranger, parce qu'on sera associé à lui,
Et donc, moi, je me suis toujours dit, si je suis obligé de connaître un minimum l'Éthiopie, parce que si jamais on m'attaque en tant qu'Éthiopien, eh bien, je devrais répondre en tant qu'Éthiopien. Voilà, c'est-à-dire que quand on me fait des vannes du style, ah, 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 vous, vous avez été esclave, ah oui, mais vous, la colonisation, et ben des fois, je leur dis, bah en fait, non, non, non. En fait, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée et elle n'a jamais connu l'esclavage. Et ça, c'est important, en fait, pour, tac, répondre un petit peu aux gens, mais ça permet de... Mais ça nécessite justement une connaissance de son pays de naissance, non pas pour savoir qui on est, parce qu'en fait ça ne dit rien de nous, mais surtout pour savoir comment être abordé, comment savoir en fait comment, enfin pour savoir en fait comment on va être abordé par les autres. Et ça c'est important parce que c'est une identité qui nous correspond pas, qu'on incarne absolument pas, mais à laquelle on sera rattaché, et donc ça fera d'une certaine manière partie de notre quotidien. Et donc comme moi je sais que l'Afrique quelque part ça fait partie de moi déjà physiquement, enfin non, juste physiquement, eh bien, je me dis que effectivement, c'est bien de, par exemple, d'aller dans des commerces africains, voilà, de donner de l'argent à des Africains, euh, de suivre, par exemple, de donner de la force, par exemple, à des Instagrammeurs africains, voilà, parce que comme je serai rattaché à ça, ça fait quand même aussi partie de la manière dont je serai traité par les autres, voilà, même si je suis totalement français. Donc la couleur de la peau, elle est très très importante. Contrairement à ce qu'on dit. La septième, c'est nous pouvons comprendre deux mondes sans forcément être schizophrène, aliéné. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux comprendre des noirs qui sont cantonnés à leur statut de noir, comme je peux comprendre des blancs, parce que à un moment donné, ma famille est blanche, donc en fait j'ai grandi dans ce monde-là, et je peux comprendre en fait la psychologie des deux mondes. Voilà, c'est-à-dire que moi, si quelqu'un tient des propos racistes anti-blancs, ça me concernera aussi. Voilà, parce que mes parents sont blancs, donc en fait, si t'es raciste envers les blancs, quelqu'un comme toi peut effectivement être raciste, être violent envers un cousin à moi, envers mes parents, et que ça évidemment, ça me concerne, et que quand des humoristes disent «Ah ouais, chez nous les Africains il se passe ça, chez les Français il se passe ça», en fait, moi je suis beaucoup plus concerné par ce qui se passe chez les Français, même s'ils parlent des Blancs, que chez les Africains. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut comprendre, qu'on est capable en fait de comprendre deux mondes, voilà, un par l'expérience raciale et un autre par la sensibilité culturelle, et et que tout ça, ça fait que ça crée pas pour autant des questions de schizophrénie, c'est-à-dire on peut se penser autre à ce qu'on est sans forcément être un malade mental. Par exemple, moi je me suis vraiment, et c'est pas une question d'aliénation, hein, c'est que moi en fait je me suis vraiment pendant longtemps senti blanc, mais c'était naturel. C'est-à-dire que moi, je me disais, moi, je me voyais vraiment, je me pensais vraiment comme blanc. C'est-à-dire que dès qu'on parlait des blancs, je me sentais beaucoup plus concerné que quand on parlait des noirs. Alors après, c'est aussi parce que moi, j'ai pas été vraiment victime de racisme. Enfin, ou alors c'était du racisme subtil, mais sinon j'ai jamais été vraiment maltraité à cause de ma couleur de peau, voilà, ni verbalement ni physiquement, donc ça fait que j'étais un peu détaché de cette question-là, un peu comme un blanc, et que pour comprendre le phénomène du racisme, comme une personne blanche qui n'en est pas victime, en fait j'ai un peu appris cette question à travers les livres, et après il faut comprendre que se penser blanc quand on a été élevé par des blancs, en fait, c'est tout à fait normal parce que voilà, c'est le mimétisme, c'est l'identification. C'est comme par exemple l'enfant qui a ses parents biologiques et qui adopte la démarche de son père, il le fait vraiment en s'imaginant qu'il est comme lui. Voilà, c'est comme par exemple la petite fille qui met du rouge à lèvres en voulant ressembler à sa mère, elle s'imagine vraiment qu'elle a les mêmes cheveux que sa mère, qu'elle a la même peau que sa mère, qu'elle a la même lèvre que sa mère. Voilà, c'est juste de l'identification physique. Donc après, il y a ça. Donc voilà, on peut comprendre deux mondes et en plus de se sentir de deux mondes. Après, vous avez toutes les différences peuvent se comprendre. Alors ça peut paraître un peu flou quand je dis ça, mais moi une fois j'ai compris euh, le phénomène un peu de l'adoption en partie quand j'ai vu par exemple Gabriel Dédier qui parle de la grossophobie et qui disait que en fait quand on est gros, tout le monde autour se prend pour un nutritionniste. Voilà. Et du coup, les gens se permettent de nous donner des conseils, en connaissant absolument pas notre situation, et moi ça m'a renvoyé à l'adoption, c'est-à-dire où tout le monde se prend pour des psychanalystes, où les gens se permettent de dire comment on devrait gérer notre adoption, etc. etc. Et donc oui, quand on est adopté, il faut vraiment savoir que tout ce qu'on vit
en vérité, les autres le vivent aussi. Alors après, ça, c'est toutes les différences qui sont comme ça. C'est comme par exemple, encore, je l'avais déjà pris comme exemple, mais les homosexuels, en fait, sont victimes de la société et de leur famille, comme les adoptés non blancs peuvent être victimes de la société et de la famille en termes, en termes de racisme. On peut même, voilà, on peut même prendre toutes les différences. Toutes les personnes différentes, en fait, vivent la même chose. Voilà, le même sentiment d'être illégitime, l'arrogance justement des personnes qui sont en position de supériorité, soit parce que parce qu'ils sont riches, soit parce qu'ils sont plus nombreux, et que vu qu'ils sont la majorité, ils s'imaginent être la norme, et donc la supériorité numérique fait qu'on se sent normal, et que surtout on se sent aussi invincible, donc on se permet de faire tout ce qu'on veut, voilà, y compris de parler pour ceux qui sont minoritaires. Oui, je vais parler pour ceux qui sont minoritaires, ou alors vu que je me sens normal et que je me sens protégé également par les autres parce qu'on est supérieur numériquement, eh bien je me permets en fait de te regarder de haut et de te dire ce que je dois faire et de te dire ce que tu dois faire. Ça, c'est en fait c'est commun à tout le monde. Mais là, c'est vraiment, on le sait quand on est adopté, que finalement on peut vivre la différence de la même manière que toutes les autres différences, mais évidemment avec des termes différents et avec des contextes différents. Mais ça, ça, à la limite, c'est commun à toutes les différences. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que notre différence est comme les autres, et vécue de la même manière que la différence des autres quand on est gros, homosexuel, noir, voilà. Et à la fin, c'est le besoin d'enracinement chez la famille est aussi important que dans la nation. C'est-à-dire que quand vous adoptez un enfant, euh, eh bien en fait, il fait vraiment partie de la nouvelle famille. Voilà, c'est pas quand vous adoptez un enfant, c'est pas une famille d'accueil. Voilà, c'est vraiment une famille, et donc il s'agit de l'enraciner. Et qu'est-ce que j'entends par enraciner? Eh bien, c'est le fait de faire comprendre en fait à l'enfant une bonne fois pour toutes ou progressivement, que en fait, s'il doit y avoir un arbre généalogique, eh bien, cet enfant-là, il sera sur le nouvel arbre généalogique de sa famille adoptive. C'est-à-dire que être adopté, c'est pas que par des parents, ça je l'avais déjà dit, c'est aussi par des oncles et tantes, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Voilà, et tout un passé familial auquel il faut l'intégrer. Donc on peut l'intégrer par exemple en lui disant, bah tiens, moi, nous les Français, quand on a fait ceci, quand on a fait cela. Alors après, évidemment, c'est plus compliqué quand l'enfant n'est pas blanc et où on lui renverra continuellement qu'en fait, il n'est pas vraiment, non seulement il n'est pas vraiment de cette famille, mais en plus de ça, il est pas vraiment de ce pays-là. Donc là, effectivement, il faut l'enraciner. C'est aussi une façon de le protéger de la société. Voilà, c'est l'enracinement, si on veut prendre une métaphore, voilà, c'est un petit arbuste. On fait en sorte de l'enraciner dans la terre, et on l'enracine suffisamment pour pas que le vent puisse l'emmener n'importe où. Voilà, donc le vent, ça pourrait être le vent de la société. Voilà, c'est-à-dire que l'enracinement, c'est euh, ancré dans une nouvelle souche, voilà, ancré dans une nouvelle origine, dans une nouvelle généalogie, et également le protéger de ce vent qui serait le regard des autres, c'est-à-dire lui faire comprendre que, en fait, quand l'enfant, si ses copains lui disent que ses parents, c'est pas ses vrais parents, c'est parce qu'en fait, ses copains, c'est eux qui ont un problème, c'est pas lui. Voilà, c'est eux qui se posent des questions sur leur famille, et que ces questionnements, ils lui imposent, voilà, et que lui, il est tout à fait normal, et il a pas à se poser plus de questions que ça. Ou alors, si l'enfant commence à se poser des questions, plutôt que de dire «Ah oui, c'est naturel, hein. Ah oui, si tu te poses des questions, c'est normal, hein.» Non, non, le naturel, c'est extrêmement dangereux, parce qu'en fait, moi j'ai lu une fois un livre d'Aristote qui s'appelle Éthique à Nicomaque, et à la fin de son livre, il disait il faut faire très attention à la question de la nature, parce que bien souvent, elle camoufle la question de l'habitude. C'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de voir, et bien finalement, on l'associe à la nature. Donc, si on a l'habitude de voir des familles biologiques, papa, maman, effectivement, ça veut dire que la famille adoptive, c'est non naturel. Et s'il veut connaître ses parents biologiques, effectivement, c'est naturel. Alors que non, pas tant que ça. Donc, plutôt que de se dire, ah, c'est naturel, en fait, il faut savoir en fait que ce qu'il faut lui dire, c'est, mais attends, tu te poses des questions parce qu'on te pose des questions, ou tu te poses des questions parce que vraiment, enfin, tu te poses des questions parce qu'on te pose des questions, ou parce que tu te poses des questions. Et vraiment s'assurer que le questionnement, il est véritablement interne, et discuter avec lui.
Et pas forcément, et voilà, il n'y a pas lieu d'être dans la culpabilisation en disant oh là là, notre enfant il veut voir ses parents biologiques, c'est peut-être qu'on a fait quelque chose, ou alors oh ça me fait du mal, c'est comme s'il me disait que mes parents c'était pas mes vrais parents. Non, non, c'est qu'en fait la société lui a insufflé ces questionnements-là. Alors évidemment, si l'enfant a été adopté à 8 ans, bon, évidemment que ça. Évidemment, voilà, évidemment qu'il y a un contexte à tout. Mais évidemment, oui, voilà, l'enracinement, c'est très important. C'est très important, voilà, il faut inscrire l'enfant dans une nouvelle généalogie et pas dire oui, en fait, moi, j'ai tout fait pour que les enfants, un jour, bah, sachent d'où ils viennent, je les ai adoptés en Colombie, et du coup, je me suis juré qu'un jour, ils iraient en Colombie, voilà. Non, tu la fermes, voilà, faut la fermer, faut rien dire, voilà, à la limite, tu gardes leur petit dossier familial, leur petit dossier d'adoption, et ensuite, s'ils le demandent, si vraiment ils le demandent, tu leur donnes, mais sinon ne rien dire, et également, eh bien, virer de la famille, et même de ton entourage, toutes les personnes qui ont une conception un peu trop traditionnelle de la famille en leur disant, bah, en fait, notre fils, c'est notre fils, et vous, bah bye bye, quoi. Si vous les considérez pas comme nos vrais enfants, eh bien, on ne se voit plus parce que ça permettrait à l'enfant de ne pas être intoxiqué et de ne pas être voilà, perturbé par des questions, par des affirmations bah, qu'il, à la base, ne se pose pas. Et on va finir là-dessus en disant que faut vraiment savoir que l'enracinement, c'est possible parce que l'enfant ne se pose pas de questions. Si on ne lui pose pas de questions, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il conçoit comme naturel, c'est l'habitude, et faut juste savoir que, encore une fois, l'enfant adopté, qu'il soit noir, charbon, asiatique ou je ne sais quoi, bah, quand il est petit, il voit pas que ses parents sont blancs. Donc ça veut dire en fait que s'il arrive à ne pas voir une couleur de peau tant qu'on ne lui dit pas, bah, ça veut peut-être dire en fait que bah, ce qui est entre guillemets ce qui est vrai, voilà, ce qui est visible, bah, finalement ça n'a pas tant d'importance tant qu'on n'en parle pas. Et donc on peut justement penser cette question sur la biologie. Et donc bah, la biologie, ça veut dire que finalement, même si c'est scientifique, eh bien ça donne pas forcément de sens à notre vie sur le plan social. Voilà, c'était terminé avec ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionné jusqu'au bout. Et on se retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo. Merci infiniment. Si vous avez adoré, eh bien, mettez un commentaire sympa, cliquez sur j'aime et partagez-la. Merci, au revoir.